Salut, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avec Dessy. Alors évidemment, pour ceux qui ne connaissaient pas, on va revenir un petit peu plus en détail avec Valentin qui m'accompagne sur l'explication de ce thème pour ceux qui étaient là les saisons précédentes sur les différents podcasts. Le concept était assez simple. Une question, un what if, qu'est-ce qui se serait passé si on avait fait quelques sujets sur les saisons précédentes, notamment avec des Gourcuff à l'OL, avec si QSI n'était pas revenu au PSG, avec si Abramovich n'avait pas racheté Chelsea. Et aujourd'hui, avec Val, on voulait se pencher sur un joueur tout particulièrement. Mais avant de vous dévoiler ce sujet que vous voyez défiler en dessous de vous, Val, justement, comment tu vas ? Écoute Flo, ça va très bien. Il faut savoir qu'on enregistre cet épisode mi-août, donc je profite encore des dernières chaleurs de l'été, dans le sud-est de la France, et je suis très content qu'on parle aujourd'hui de ce sujet que je vais laisser introduire dès maintenant. Ouais, on est en plein été, mais on va parler sucrerie, on va parler glace, on va parler bonbons, on va parler de ce genre de joueur, ce genre de joueur Nutella, un peu le genre de joueur qu'on aime beaucoup, puisqu'on va parler de Javier Pastore, l'immense Javier Pastore. Je crois qu'on est à peu près à l'abri en parlant de lui en août, parce que même s'il a que 34 ans, 33 ans, et que sa carrière est un peu au point mort, je suis pas sûr qu'il y ait un gros transfert qui change beaucoup la trajectoire de sa carrière cet été. Non, moi je pensais plus à la retraite. Ouais, c'est plus à la retraite. Alors après, il est arrivé janvier, là, au tout début d'année au Qatar, au club Qatar Sport. Donc bon, voilà, franchement, il mérite. J'aime pas la trajectoire de joueurs qui vont finir là-bas. Tu voulais dire quoi, Val ? Je voulais dire, tu connais Flo, ma passion évidemment pour les traductions de prénoms, soit anglophones, soit hispanophones. Donc j'ai décidé que pendant toute cette émission, nous allons l'appeler Xavier Le Berger. D'accord. Voilà. D'accord. Javier Pastore, Xavier Le Berger, ça me paraît tout à fait logique en tout cas. Ouais, on dirait un peu un chanteur, un mauvais chanteur français des années 80, qui a fait un tube d'été. Tu pouvais écouter avec Calvi, quoi, mais quelle catastrophe. Non, ouais, vous l'avez compris, on va parler de Javier Pastore. Franchement, un tube d'été, ça fonctionne très bien pour la carrière de Pastore, tu vois. C'est vrai. C'est pas un mec qui a une carrière, c'est pas les Stones, quoi. Il fait pas 50 ans de carrière. Il a 3 ans, quoi. Il a fait 3 ans prime et c'était réglé, quoi. Ouais, exactement. On sait même pas combien de temps aura duré son prime, mais c'est peut-être ça qui est le plus charmant d'ailleurs, mais on va y revenir. Écoutez, pour ceux qui découvrent un petit peu ce concept d'Avec Dessy plus en détail, on va vous faire une sorte de première moitié où on va vous parler un petit peu de la carrière de Javier Pastore, du joueur, en l'occurrence pour ce sujet. On va s'attarder un petit peu sur ses stats, sur son passage dans ses clubs, évidemment au PSG, mais pas uniquement en sélection également, l'impact qu'il aura pu laisser. Et puis on va ensuite se poser sur cette question, qu'est-ce qui aurait été différent si Javier Pastore ne s'était pas autant blessé ? Parce que c'est là le what if du jour, c'est évidemment ses blessures. C'est un peu le même sujet que pour Yoann Gourcuff, Val. Ouais, clairement, ouais. Tu avais le sujet joueur blessé à l'OL. Pareil, moi c'est... Alors Gourcuff, j'ai adoré l'adorer. Pastore, j'ai adoré le détester pour le coup, parce que ça pour le coup, c'est juste des petits liens par rapport à mes différents... Enfin, au club que je supporte, évidemment, Gourcuff ayant joué à Lyon, je ne pouvais pas le détester, mais Pastore, j'ai adoré le détester. Je me rappelle d'un but qui nous avait mis au Parc des Princes où il met une misère à Bakary Koné, il va marquer un but en angle fermé sur Hugo Lloris. Du gauche. J'étais en mode ça me casse les couilles, mais en même temps c'est absolument somptueux ce qui vient de se passer, donc on est obligé de s'incliner devant ce genre de joueur tout à fait bonbon. Donc un joueur que j'ai adoré détester. Ce but-là, je dois avoir à peu près la date dans ma tête. On doit être le dimanche 2 octobre 2011. Ça fait quelques semaines que Pastore est arrivé au PSG. Et ouais, il met ce but assez stratosphérique du gauche. Et d'ailleurs, ce but, on voit toute la classe, toute la science du jeu du garçon, mais on voit aussi une de ses caractéristiques sur le terrain, qui est cet aspect de faux lent. On avait l'impression que c'était un joueur très lent et très nonchalant, alors qu'en réalité, il allait très vite balle au pied. Mais il avait une gestuelle particulière. Il paraît que Javier Pastore a inspiré Nikola Jokic, pour tous les fans de basket. C'est de là dont vient l'inspiration. Waouh. Alors, juste, on rappelle que le surnom de Pastore, c'est El Flaco. Oui, le maigre. Je suis pas sûr que ça. Je sais pas comment on dit le maigre en serbe, mais ça va moins. Mais c'est pas sûr. Là-dessus, ça marche pas pour Nikola Jokic, on est d'accord. Ouais, exactement. Bon, vous l'aurez compris, Swatif, sur les blessures de Pastore, est-ce que la carrière de Javier Pastore aurait été différente avec les blessures ? C'est peut-être un sujet plus large aussi. C'est peut-être un sujet. Est-ce que les inconstances qui ont nourri les blessures et les blessures qui ont nourri l'inconstance de Pastore ont fait qu'il aurait peut-être pu avoir une carrière différente ? Écoute, Val, je te propose qu'on plonge dans le sujet et qu'on se penche un petit peu plus sur la carrière de Javier Pastore.
Bah écoute, je te propose moi qu'on remonte un petit peu avant août 2011, donc qui est la date à laquelle il signe au PSG, Ouais. qui est évidemment un tournant évidemment hyper important dans sa carrière, mais qu'on revienne 2 ans en avant, 2 ans avant pardon, pour tous les nostalgiques du football, vous vous rappellerez peut-être de ce magnifique passage à Palerme où il a joué pendant 2 saisons et notamment sa première saison, donc la saison 2009-2010 où il joue, en soutien d'Edinson Cavani à l'époque. Donc voilà, Palerme qui alignait une équipe tout à fait, précurseur puisque la doublette va se reformer quelques années plus tard au PSG. Et dès cette première saison, qui est vraiment une saison d'adaptation à l'Europe, parce qu'il avait évidemment commencé sa carrière en Argentine, ils vont quand même réussir à terminer cinquième, qui est quand même pas une mince performance pour un club comme Palerme. Ouais, il termine à 2 points de la Ligue Ouais, des Champions, donc c'était exactement, une qui équipe frôle solide à l'époque, ouais, Palerme. jusqu'à la dernière journée, ils sont en lice. Évidemment, Sparcatola, Cavani va s'en aller au Napoli et c'est Ilicic qui va le remplacer. Voilà, je voulais faire un petit passage enfin, je voulais faire un petit moment sur ce passage à Palerme parce que c'est vrai qu'il y a des petits noms qu'on connaît aujourd'hui encore et qui sont des Ouais. doublettes un petit peu sexy. Et d'ailleurs, cette deuxième saison, bah, le Palerme va faire une nouvelle bonne performance puisqu'ils vont finir en finale de Coupe d'Italie face à l'Inter qui vont malheureusement perdre. Mais voilà, le passage de Pastore à Palerme n'est pas complètement à oublier dans sa carrière professionnelle. Ah bah, absolument pas. On parlait un petit peu de ce Palerme. Alors, c'est le grand Palerme des années 2000 de Mauro Zamparini, le fantasque président dont on connaissait les très récurrents changements d'entraîneur. Il était quoi, à peu près 3 de moyenne par saison sur 20 ans, ce qui est quand même assez stratosphérique. C'est une équipe, ouais, on parlait, si on veut rentrer un peu plus dans le détail, mais pour ceux qui ont envie d'aller voir ce Palerme-là, même la deuxième saison de Pastore, pardon, en 2010-2011, il finit 7e aussi, donc quand même très solide. C'est un Palerme où il y a un Simon Kjær en défense centrale, Balzaretti qui est international italien dans le couloir gauche, Cavani, Micoli devant, Sirigu dans les buts, Nocerino au milieu, Ilicic qui arrive sur la deuxième saison. C'est vraiment un super effectif. Et d'ailleurs, dès l'été 2010, donc dès sa première saison, il y a un changement d'entraîneur qui lui réussit pas mal. Et c'est à partir de la deuxième partie de saison 2009-2010 où il s'installe vraiment comme un titulaire incontournable et un joueur incontournable du dispositif. Dès l'été, il y a des gros clubs qui s'intéressent à lui après sa première saison. Il y a le Barça, il y a le Chelsea. Il y a des discussions avec l'OL. C'est peut-être pour ça que Ouais. tu as aimé Bah beaucoup le oui, j'ai détester. adoré le détester, c'est pour ça, ouais, exactement. Ouais, il y a des discussions avec l'OL. Ce qui est marrant au passage aussi, c'est que On a pris Kader Keita. Pastore, avant. Comment? Ce qui est marrant, c'est qu'on a pris Kader Keita à la place. Alors ça, c'est vrai que pour le football, c'est très drôle. Quoique Kader Keita avait quand même montré quelques belles qualités. Non, ce qui est assez marrant, c'est que avant d'arriver à Palerme, il joue 2 saisons en première division argentine à Huracan. Donc il a 18, 19, 20 ans à ce moment-là. Mais juste avant, il fait une saison au CA Talleres en deuxième division argentine. Et le CA Talleres, à ce moment-là, c'est un club qui est en très grosse difficulté économique. Donc on doit être, on est en 2007, je pense, qui est en très grosse difficulté économique. Le club est racheté par l'AS Saint-Etienne. Et du coup, il est mis à l'essai à l'AS Oui, c'est vrai, Saint-Etienne, j'avais puisque oublié ça. Osvaldo Piazza, ancien joueur historique des Verts, argentin et qui était bien informé, leur dit écoutez, il y a un joueur absolument à tester et à faire venir dans le Forez. Ils le font venir et ils trouvent le C pas concluant. Ouais, Bon, bah, voilà. le flair, hein. Le flair, hein. Ouais, le flair En même stéphanois, temps, Cayazo exactement. devait sortir d'une partouze à ce moment-là, donc bon. Waouh, 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 waouh. On doit aimer les petites Argentines. Voilà. Donc voilà, on s'est penché un petit peu plus sur son passage à Palerme. Du coup, il reste, malgré l'intérêt de Chelsea, du Barça et surtout de l'Olympique Lyonnais. Il est sélectionné pour la Coupe du Monde 2010. Mmh. C'est un truc, mais je vous avoue Complètement que même zappé. moi, en tant que Complètement mais zappé. quand immense supporter parisien et immense pastoriste, parce qu'on parlera un petit peu plus tard de cette religion, très éclairé d'ailleurs, on est très loin de la secte, Ouais. hein, on est sur une religion. Il est dans le groupe de la sélection de Maradona pour la Coupe du Monde 2010. Je crois qu'il joue 2 ou 3 matchs sur lesquels il se répartit 42-43 minutes de temps de jeu. Mais voilà, c'est assez marrant parce qu'il est déjà dans la sélection à ce moment-là. Il a tapé dans l'œil du PIB des euros. Et il va s'inscrire dans la durée avec Palerme pour une deuxième saison. Et là, il va être élu donc 2010-2011. Et là, il est élu carrément meilleur espoir de Serie A à ce moment-là. Après, on connaît aussi les liens les liens très forts qu'il y a entre les agents et la sélection argentine, qui souvent ont tendance à faire sélectionner des joueurs qui sont des jeunes talents pour justement faire augmenter leur valeur marchande. Donc je ne sais pas quelles ont été les performances, quel impact ont eu les performances de Pastore dans sa sélection pour la Coupe du Monde, ou si c'est juste un espèce de jeu d'agent justement pour faire grimper sa valeur, surtout un été de Coupe du Monde, un milieu offensif comme ça, un petit peu technique. C'est vrai que c'est un bon moyen
pour justement faire grimper un peu le prix du joueur. Mais voilà, je sais pas exactement où se situe Ouais, le rapport entre les agents et ses performances. ouais, non, t'as raison, parce que c'était une pratique qui était très courante, particulièrement en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine, pour gonfler un petit peu les stats de certains joueurs et les faire devenir internationaux, et ainsi pour les agents augmenter leur valeur marchande. Bon, je sais pas si on ira donner des leçons, parce qu'on avait quand même Bernès qui était agent de Ouais, Didier bien sûr. Deschamps Bon, après et de Bernès, pas mal de joueurs en c'est un équipe mec. de France, ça avait été sujet à Ouais. attention. Et de Laurent Bon, Blanc à après l'époque. Bernès, c'est un mec un peu intègre, donc on n'a pas de doute par rapport à lui, quoi. Oh putain, on va avoir Cayazo et Bernès. Ça fait 10 minutes d'émission, on enregistre la première pour la saison prochaine, on a déjà 2 plaintes. Eh ben. Bon, peut-être qu'on Bon, peut passer directement à cette arrivée au PSG, du coup. Moi, je voulais juste, du coup, qu'on recontextualise qui il est à ce moment-là quand il signe au PSG, même si on l'a un petit peu dit à Palerme. Mais voilà, c'est quand même un joueur qui a fini 5e et 7e de Serie A. Autant dire que pour le grand public, c'est un mec qui est pas très connu. Alors, il a eu une petite récompense personnelle puisqu'il a été élu l'année précédente meilleur jeune de l'année 2010 en Serie A. ouais. J'ai été voir, par exemple, l'équivalent cette année, c'est Nicolo Fagioli de la Juve. Donc peut-être qu'on peut dire que à ce moment-là, c'est un prospect qui est intéressant, mais c'est pas un joueur qui est très connu du grand public comme l'est à peu près Fagioli aujourd'hui, qui est un joueur qui monte en puissance, qui est très jeune, Ouais, et puis, etc. Mais voilà, c'est un peu il joue à Palerme. oui, il joue Il à joue, il Palerme, joue à voilà. Palerme, quoi. Il joue pas à Milan, Naples ou la Juve. Exactement. Et donc c'est un joueur qui, bon après je dis ça, mais tu vois, il y a Olmoun qui a signé cette année là pour 70 millions à Manchester. Donc en vrai, c'est aujourd'hui le grand public peut-être est Oui, oui. plus au courant de ce genre de choses. Mais voilà, à l'époque, c'est vraiment un peu un inconnu. En tout cas, en France, personne n'a jamais entendu parler de Javier Pastore à part les vrais spécialistes du ballon rond, comme on dit. Donc voilà, il arrive dans un contexte où il devient instantanément le record d'indemnité de transfert à l'époque avec un transfert à 42 millions d'euros. Et puis, ce qui est satisfaisant pour les supporters parisiens, c'est qu'il a des débuts assez prolifiques. Ouais, juste sur son arrivée, faut aussi bien se remettre dans le contexte de ce qu'est le PSG à ce moment-là. Le PSG est racheté depuis 3 semaines officiellement par QSI, donc par le Qatar. C'est le tout premier mercato pour ouvrir la toute première saison des Qataris. Et ils prennent Leonardo comme directeur sportif. À ce moment-là, on ne sait pas très bien si la signature de Pastore, c'est qu'on signe un des meilleurs espoirs sur lequel Chelsea revient à la charge, donc il y a aussi un vrai intérêt d'autres gros clubs, ou si le PSG volontairement surpaye un joueur pour montrer, ça y est, maintenant on est capable de mettre 40 millions sur un joueur qui est simplement un espoir, donc maintenant comptez sur nous pour tous les grands joueurs dès qu'il y a de l'argent. À ce moment-là, on oscille un petit peu entre les deux, et le fait qu'effectivement on ne connaisse pas très bien Pastore, du moins en France, fait qu'on peut se poser des questions et avoir des doutes. Mais tu le dis, il y a ce début de saison qui est assez tonitruant pour Javier Pastore. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, rapidement, alors moi, je pense que tu as plus de souvenirs que moi sur ces premiers matchs. Moi, si je me rappelle bien, du coup, il y a 2 matchs où il enchaîne 2 fois 2 passes décisives contre Toulouse et Valenciennes, je crois, pendant le mois d'août. Et puis, il y a ce premier but début septembre contre Brest, qui est, je trouve, l'incarnation de ce qu'est Javier Pastore. C'est-à-dire que ce but se finit, c'est une espèce de panenka après un échange de passes, mais une panenka de l'entrée de la surface de réparation, et le gardien est surpris parce qu'à aucun moment, dans l'histoire du football, tu peux t'imaginer qu'il y a un mec qui va faire un geste comme ça à ce moment-là. Et je Ouais, trouve parce que que c'est c'est une sorte de feuille morte piquée de Panenka, exactement, mais en exactement. pleine action. C'est-à-dire que on n'est pas sur une phase arrêtée, quoi. Ouais, On est en pleine action. ça vient de nulle part, et c'est un peu ce que je disais, c'est que c'est un peu l'incarnation de ce qu'est Pastore, c'est-à-dire que c'est un joueur différent qui pense différemment dans des situations un peu. Enfin, c'est une action qui, comme il en existe, je sais pas, à 4-5 dans un match, et à aucun moment j'ai vu un joueur penser à faire une espèce de feuille morte Panenka comme ça. Et voilà, ça illustre bien ce qu'est Javier Pastore, je trouve, dans l'expression de son jeu en tout cas. Ouais, ouais, non, exactement. Exactement, ce but, enfin, pour revenir sur ce but qui était assez incroyable, en plus, c'est dans un match très fermé, ça arrive en fin de match. Je crois que dans les buts de Brest, à ce moment-là, c'était Steve Elana, Ouais, qui exactement, était c'était aussi une référence du début des années 2010 en termes de gardien, qui a eu 2-3 saisons très très chaudes. Ouais, il était pas loin de Donc, l'équipe de France à l'époque. ouais, 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 et puis après, il file faire doublure d'Enyama à Lille. J'avais jamais trop compris. Mais bref, tout autre sujet. Mais oui, 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 il y a ce début de saison. Ensuite, il y a on pousse un petit peu. Il y a ce but tout début octobre Contre Lyon. contre Lyon. Et je sais plus si c'est avant. Il me semble que oui, c'est une semaine avant ou 2 semaines avant. Il y a ce match à Montpellier où à l'époque Montpellier est déjà leader, parce que c'est évidemment, on le sait, hein, c'est Montpellier qui va finir sans le champion sur cette année 2011-2012, qui est donc la première saison, on le répète, de QSI. Et le PSG va s'imposer à la Mosson sur le terrain de Montpellier 3-0, avec, je crois, un doublé de Pastore qui doit mettre un doublé et une passe d'ess.
Je crois que dont c'est le l'inverse. Je troisième crois que but. c'est un but et deux passes D. Ou un but et deux passes D. Ouais, en tout cas, je me souviens de sa volée assez folle là contre Montpellier, qui est pas, c'est pas une volée pleine lucarne ou barre entrante ou un truc de fou en termes de force, mais c'est juste, tu sens la qualité, la sérénité technique du mec qui prend un ballon qui a un peu une sorte de cloche, il la prend parfaitement et à ce moment-là, on se dit ok, c'est un gros joueur. Et cette première saison, elle débute ultra bien et à partir de novembre, il plonge littéralement. Et à ce moment-là, il n'y a pas du tout de blessure encore, hein. Il Ouais, plonge littéralement. il plonge en termes de niveau et justement, pour avancer un petit peu dans le temps, il y a cette première blessure qui va arriver, en janvier. Une première absence de 2 mois, Ouais. et alors on en reparlera peut-être, enfin je sais qu'on en reparlera dans le what if, donc je vais m'arrêter là, je vais te laisser continuer, éventuellement terminer le bilan de cette première saison, parce que je vais garder ça pour mon what if après. Ouais, non, on le disait, il plonge à partir de novembre. Alors on s'est dit, tiens, il a que 21, 22 ans, c'est un joueur sud-américain, un jeune joueur sud-américain qui avait joué en Sicile. Il est peut-être pas habitué aussi à la température froide de l'hiver parisien. Mais au-delà de ça, il y a aussi changement d'entraîneur, évidemment, alors que le PSG est champion d'hiver. Comboiré démis de ses fonctions, arrive sur le banc Ancelotti qui va très bien s'entendre avec Pastore, mais c'est juste qu'il a un schéma de jeu qui met peut-être moins en valeur les qualités d'un Pastore, qui est vraiment, enfin on en reparlera aussi quand on parlera de son style de jeu, mais Pastore c'est le 10 à l'ancienne qui est de moins en moins compatible avec le foot moderne des années 2010 et même actuel. Donc ça va être un vrai problème, ce changement d'entraîneur. Il revient au premier plan après sa blessure, il a une bonne fin de saison, notamment un bon mois d'avril, un bon mois de mai. Il va pas pouvoir empêcher Montpellier d'être champion malheureusement. Et ensuite on va basculer sur la deuxième saison où là, il va s'imposer toujours dans le 11 parisien. Par contre, il va un petit peu lâcher ce côté tête de proue et vitrine du projet QSI, puisqu'il y a les arrivées d'Ibrahimovic, de Verratti, mais enfin, surtout d'Ibrahimovic, Thiago Silva, Ezequiel l'avait dit. Donc tous ces joueurs qui vont un petit peu prendre la vedette. Et je pense que finalement, ça fait du bien presque à Pastore Ouais, de, bah, de lâcher. c'est encore une fois un parallèle avec Gourcuff sur l'aspect mental. Ça fait partie aussi peut-être de ses, je peux pas dire que c'est une blessure parce qu'il a jamais eu de blessure psychologique ou je sais pas trop quoi, mais il avait un aspect mental aussi qui était important dans son style de jeu et dans sa façon de jouer. En revanche, cette deuxième saison, je pense qu'elle est quand même très intéressante. Alors, on a parlé de la première où il finit quand même avec 16 buts et 6 passes décisives. Toutes les stats qu'on donne, c'est des stats Transfermarkt. En tout cas, pour moi, je sais pas si c'est ton cas, Ouais, Flo, aussi. c'est Donc, pareil. on va faire confiance à Transfermarkt là-dessus. Mais cette deuxième saison, elle est intéressante et il y a le fameux sapin de Noël d'Ancelotti qui arrive, donc ce 4-3-2-1 qui est sur le papier quand même un schéma qui pourrait plaire à Javier Pastore. Et j'ai l'impression que cette deuxième saison, c'est un peu aussi celle de l'épanouissement avec un coach qu'il aimait beaucoup. Il Ouais. va finir avec 9 buts et 13 passes décisives. Et il y a aussi cette première performance en Ligue des Champions. Alors, il marche sur son premier match de Ligue des Champions, puisque le PSG n'était pas en Ligue des Champions sur l'année 2011-2012. Non, Il marque sur PSG son éliminé premier en match. phase de poule de Ligue Europa. Voilà, exactement. Il marque sur son premier match contre le Dynamo Kiev, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et il marque surtout dans le quart de finale retour contre le Barça. Il marque au 8e aller à Valence. Un Ouais, but à assez 8e important. aller à Valence, ouais, en 8e. Et le retour contre le Barça en quart. Ce Ouais, fameux match, c'est bien ce match-là où Messi est blessé et tout le monde ouais, mais attend. Où tu as 10 ouais, minutes pendant exactement. le match où les mecs attendent que Messi rentre, que ce soit les joueurs Ouais, parisiens ou les joueurs barcelonais, c'est ça, ouais. exactement. Il doit rentrer à une demi-heure de la fin ou 20 minutes de la fin et tout de suite, tu as une sorte de. Il fait des différences alors qu'il est à moitié blessé Ouais, et la je suis défense sur une jambe. parisienne panique un peu. Je crois que c'est lui qui fait la passe D sur Pedro d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, merci le placenta de Jument. Voilà, Ouais, voilà. Donc il y a sa deuxième. Bon, en vrai, il y a cette deuxième saison qui est assez intéressante. Et puis il y a la troisième saison où, alors là, encore une fois, changement d'entraîneur puisque Ancelotti décide de se barrer parce qu'il en avait marre des appels à 3 heures du matin de Nasser El Khelaifi. Et c'est l'immense Lolo White, le El Golfer, comme on l'appelle, El Branlito, celui qui ne branle rien, celui qui s'amuse à faire des 18 trous plutôt que de travailler. Val, ça devient personnel. Pardon, excuse-moi, excuse-moi. Mais voilà, Laurent Blanc arrive sur le banc du PSG. Et là, je trouve que c'est une première bascule aussi dans la carrière de Pastore, puisqu'il y a quand même pas mal de difficultés d'adaptation, notamment à cause du 4-3-3 et ce fameux milieu en triangle, dont on se rappelle tous, avec Mota, Verratti, Matuidi, qui Mm. oblige Pastore à s'excentrer sur un côté. Et dans le même temps, il y a aussi l'arrivée de Lucas Moura, qui est un pur ailier. On sait que les deux postes d'attaquants sont réservés par Lavezzi et Ibra. Et vient se rajouter en plus Lucas Moura, qui vient évidemment faire un petit peu barrage à Pastore, qui lui n'est pas dans son
à son vrai poste, alors que c'est véritablement le vrai poste d'un Lucas Moura. Et donc là, les premières difficultés d'adaptation, je trouve, se font ressentir. Mais en Ouais. parallèle, il y a toujours ces espèces de frictions qui sont là en permanence à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, quoi. Bah, on parlait exactement, on parlait de cette saison 2014-2015, donc qui est la saison 2013-2014, Ouais, pardon, c'est ça. qui est la première saison avec Laurent Blanc. Il y a cette difficulté. Pourtant, on pense qu'on veut Laurent Blanc, mais d'un point de vue tactique et technique, il a toujours aimé avoir des joueurs plutôt techniques et ses équipes ont toujours eu un jeu plutôt offensif. Ah bah, Bah, on il se a un souvient avec swing de fou, hein, Laurent Blanc, techniquement, c'est dingue, hein. Ah mais oui, oui, il est très très bon sur le fer, Ah, très, très bon sur le paraît-il. fer, ouais. Bah, moi, Ouais, on est expert, hein, mais pour ouais, mais non, non, enfin, on se souvient en plus, bah voilà, enfin, Laurent Blanc, sa carrière d'entraîneur, elle décolle complètement à Bordeaux avec un Gourcuff qui marche dans une position numéro 10. On se dit qu'il pourrait installer Pastore, qui est le même profil de joueur à peu de choses près que Gourcuff, sur bien des aspects d'ailleurs. Et au final, ça clique pas tout de suite, ça met un petit peu de temps, mais tu le disais, il y a toujours ces frissons. 2013-2014, je pense que c'est son plus beau frisson. En bah, tout cas, oui, c'est oui. son plus beau but avec le Bah, PSG. oui, Il y a évidemment. il y a ce but absolument incroyable contre Chelsea au match aller. Donc, on parlait du but contre le Barça au Camp Nou en quart de finale l'année précédente. Là, on est de nouveau en quart de finale. Le PSG accueille Chelsea, mène 2 buts à 1. Je crois que Pastore est même pas titulaire. Il Non, rentre non, vraiment sur les. il rentre à Il 5 rentre à minutes de la fin. 5 Non, non, minutes de 5 la minutes fin, de ouais, la fin, j'allais ouais. dire 10 ou 20. Et il y a une sorte de balle où on se dit que normalement, tout attaquant à peu près bien équilibré dans sa tête va juste se mettre au poteau de corner pour essayer d'obtenir une touche ou un corner, parce qu'on est à la 89e ou 90e, et lui, il décide de slalomer dans la défense de Chelsea qui s'attend pas du tout à ça. Il dribble 3-4 joueurs. Et il va marquer un but pareil au premier poteau d'une frappe du gauche Et qui est. justement, je trouve que ce but est, au-delà d'être caractéristique, encore une fois, de ce qu'est le joueur, elle est peut-être représentative du prime de sa carrière, parce que sur cette action, particulièrement, physiquement, il est au mieux de sa forme, je pense. Il y a une action où il est au duel avec Aspilicueta, qui est quand même pas le dernier des clients Non, non. physiquement, et il le bouffe. Je me rappelle, tu regardes la vidéo, Aspilicueta, il finit par terre sur un coup d'épaule avec Pastore, quoi. Donc il y a un moment, Mais et il est- en me refaisant là pour cette émission des highlights et des résumés de match avec Pastore, c'était pas la définition de l'Argentin avec la Guara, ou enfin du Sud-Américain avec la Guara, et avec le côté très, très agressif sur le terrain, mais dans le bon sens, en tout cas, très à courir partout, quitte à parfois avoir un côté poulet sans tête. Mais mine de rien, c'était pas un joueur qui se laissait facilement démonter non plus à l'épaule. Ouais, ouais, et puis c'était un mec qui avait aussi un volume de jeu assez important, hein, si je dis pas de bêtises, à la manière un peu Mm. comme Mesut Özil, tu vois, qui sont aussi dans les mêmes gammes de joueurs, des joueurs un petit peu frissons, des joueurs un petit peu, des joueurs bonbons, quoi, des joueurs on sait pas vraiment ce qu'ils vont faire, mais pareil, Mesut Özil avait un gros volume de jeu. On l'appelait Fantomas à la fin à Arsenal parce que il touchait plus un ballon et qu'il savait plus s'orienter et qu'il savait plus rien faire, mais c'était quand même un des mecs qui courait le plus d'Arsenal, je crois. Mais c'était un petit peu le problème qui a beaucoup été reproché à Pastore. C'était, au-delà de ses blessures, son inconstance sur une saison et sur l'évolution de sa carrière, mais aussi son inconstance dans un match. C'était qu'il était capable d'avoir des éclats, et il était capable de disparaître du terrain pendant 20 minutes, et pour autant, sur 2-3 actions, d'étaler toute sa classe. Et on se dit, mais enfin, ce joueur est absolument stratosphérique. Ce qui était aussi beaucoup reproché à Pastore, c'était de choisir ses matchs, d'être présent dans les grands rendez-vous, d'aimer les projecteurs. Bon, en même temps, je pense que les caméras télé lui ont bien rendu. Il a bien rendu aux caméras Ouais, télé parce c'est vrai, c'est vrai. il a vraiment gratifié de gestes absolument incroyables. Mais ouais, il y a cette saison 2013-2014 avec ce match à Chelsea. Bon, on connaît la suite, le PSG sera éliminé au retour. Mais c'est vraiment le but, je pense, le plus marquant, parce que cette action, elle définit tout ce qu'il est. Le côté classe technique, mais le côté aussi insaisissable, même mentalement, en fait. Ouais, Aucun attaquant et même aucun équipier suit son mouvement. C'est pour ça qu'il est obligé de slalomer et de tirer. je suis Parce que d'accord. personne se dit qu'il va faire ça à ce moment-là. Mais en tout cas, oui, au PSG, petit à petit, sous Laurent Blanc, il va quand même réussir à s'installer vraiment dans le 11 et à avoir la confiance de Laurent Blanc. Je crois que la deuxième saison de Laurent Blanc, 2014-2015, c'est la saison où il joue le plus de matchs. Il joue 51 matchs, Ouais. tout cumulé sur la saison. Mais pareil, très irrégulier en début de saison Ouais. et il se monte plutôt en fin de saison au moment où le PSG est déjà éliminé. Voilà, mais c'est vrai que c'est peut-être une des saisons où il a le plus joué et c'est peut-être la dernière saison où il a vraiment eu un rythme de joueur professionnel parce qu'après c'est là que les blessures vont commencer à s'accumuler Ouais, et même vraiment s'intensifier à partir de la saison 2015-2016. Alors j'ai compté en exactement. tout. Pastore, sur son expérience au PSG, il y a eu 18 blessures,
Ouais, pour 79 matchs manqués. Il faut savoir ouais, c'est que ça, ouais. sur ces 18 blessures, je crois qu'il y en a eu 4 qui se sont jouées avant la saison 2015-2016. Et c'était des blessures qui lui ont fait manquer un total de genre 3 ou 4 mois, je crois. Et après 79 matchs manqués, c'est quand même l'équivalent quasiment de 2 ans sans jouer. Et je pense que ça correspond à ces 3 dernières années au PSG, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. Ouais, c'est assez fou. En Ligue 1, il fait 2 saisons où il dépasse pas les 2015-2016 et 2016-2017 où il dépasse pas les 16 apparitions en Ligue 1, donc c'est Ouais. vraiment C'est des famélique. apparitions, c'est pas des titularisations en plus. Exactement. En plus, bah, c'est forcément aussi la période où le PSG continue de se renforcer et bah, il y a des joueurs qui statent. Il y a des joueurs, déjà, il peut plus du tout être considéré dans l'entrejeu comme un des trois du milieu parce que bah, il y a ce trio, on en parlait tout à l'heure, Mota, Matuidi, Verratti, et même à partir de Puis Rabiot, 2004, ouais. 2015 ou 2015-2016, ouais, Rabiot qui commence vraiment à pointer le bout de son nez et à tourner dans la rotation. Je vous passe les cabailles, tout ça, qui sont pas vraiment installés. Donc il est considéré comme les trois joueurs de devant, mais bah, dès 2013, il y a l'arrivée de Cavani. Ensuite, il y avait l'arrivée de Lucas quelques mois avant, l'arrivée de Cavani. Bah, en fait, il est dans la tête, il est clairement plus un titulaire Oui, indiscutable. c'est Alors, il vrai que va être j'avais oublié que Cavani est arrivé. J'ai dit Lavezzi tout à l'heure, mais Cavani prend rapidement une place de ouais, titulaire il y sur a le côté Lavezzi qui est gauche, ouais. toujours là, il y a Lucas qui est là, il y a l'arrivée de Cavani qui va pendant quand même 2-3 saisons presque Jouer à gauche, ouais. jouer à gauche parce que Ibra occupe toujours l'axe. Donc en fait, ça fait que bah, Pastore est en balance avec tous Bah, ces mecs-là et il est rarement c'est dans la ça. balance titulaire. C'est simple, entre 2015 et l'année de son départ en 2018, il a pas réussi à enchaîner plus de 9 matchs consécutifs sans se blesser. C'est c'est assez fou. Ce qui Et est dingue. pourtant, on parlait de ces éclats, il y a toujours des éclats, même au pire de ces saisons-là. Je crois que la finale de la Coupe de la Ligue 2016, de mémoire, ça doit être contre 2016 Coupe de la Ligue, ça doit être contre Lille, je pense. Il marque, il est élu homme du match en finale de Coupe de la Ligue Ouais, 2016. ouais. Donc il marque encore ce PSG-là. Je pense que ça doit être la dernière saison d'Ibra au passage où Ibra est souvent blessé là avec Mmh. sa blessure au talon. Donc il joue peut-être un peu plus parce que Cavani est repositionné sur la fin de saison. Donc voilà, il a toujours ces sortes d'éclats. Et après, bon, sa dernière saison qui est la saison 2017-2018, enfin, il revient un petit peu plus. Il joue 37 matchs tout confondu. Mais pour le coup, là, c'est vraiment famélique parce qu'il est quasiment jamais titulaire. Puisque de toute façon, en plus, c'est le mercato où débarquent Mbappé et Neymar. Neymar, ouais. Donc, deux joueurs offensifs, complètement Neymar qui va venir marcher sur ses plates-bandes. Et même si Emery, pareil, avec Emery, ça n'a jamais trop fité non plus. Il lui préférait des joueurs plus costauds dans notre jeu avec un plus gros volume de jeu, plus sûr et plus de stats pour les joueurs de devant. Et à ce moment-là, on a toujours ce truc de se dire ah, tiens, si en plus ça peut marcher avec lui, ça serait fou. Et même à la fin de la fin, on se dit et finalement, pourquoi pas. Mmh. Après, on peut se poser aussi la question de savoir à quoi étaient dues toutes ces blessures. Alors, je sais pas en termes d'hygiène s'il était réputé pour être un des plus grands toughers du vestiaire, j'en suis pas complètement convaincu. Hem, J'en suis pas convaincu, mais il avait quand même comme ami très proche, Verratti l'avait dit. oui, oui, bien évidemment, c'est les Argentins et puis les Italiens, je Il a crois qu'il a la communiqué double Serie A. nationalité italienne d'ailleurs. Mais, Ouais. mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les blessures qu'il a eues, il y a eu une blessure très récurrente au mollet qui l'a évidemment très handicapé. On sait que le mollet, c'est un endroit qui est assez sensible, un petit peu comme les adducteurs ou les pubalgies à l'adducteur, par exemple, sur lesquels c'est très facile de rechuter. Et bah, sur ces 18 blessures qu'il a eues, il y en a quand même une grande partie qui était au mollet. Donc voilà, on peut s'interroger sur cette blessure-là qui, je pense, a pourri une bonne partie de sa carrière. J'ai souvenir aussi dans son entourage qu'on pointe le staff médical du PSG à cette période-là, alors qu'il est encore joueur du PSG, notamment au sortir de la Copa América 2015. On va revenir un peu plus tard sur son passage avec l'Albi Céleste, avec la sélection argentine, mais il va deux fois en finale de Copa América avec l'Albi Céleste, dont en 2015 où il est un joueur titulaire sur quasiment toute la compétition, y compris en finale. Et le PSG le réutilise assez vite en championnat. Et on commençait à voir des fragilités. Et en fait, c'est après cette saison-là que vraiment il n'arrive plus du tout à enchaîner. Bah, tu disais, il y a cette stat folle où il n'arrive plus à enchaîner 9 matchs de suite sans blessure. Et en fait, bah, l'entourage du joueur, alors après, l'entourage du joueur va forcément plutôt pointer le club que le joueur, hein, mais va pointer le club du doigt sur ce manquement Mmh. à son égard. Bon, Flo, peut-être qu'on peut basculer dans notre partie what if, non? Je pense qu'on a bien Ouais, ouais, entendu ouais, ce que tu on disais. peut basculer sur la partie what if parce que de toute façon, la suite de sa carrière, c'est qu'après la saison 2017-2018, il va à la Roma pour 25 millions d'euros, quelque chose comme ça, 24 millions d'euros, ce qui est très bien vendu au passage. Mais et à la Roma, il va jamais dépasser les 20 matchs sur une saison, malgré 2 buts en Madjer assez incroyables. Et puis là, il a fait
une saison et demie à Elche et il est parti au Qatar depuis. Donc une fin de saison une fin de carrière après le PSG, même si elle n'est pas terminée, qui est plutôt assez triste. Mais ouais, on peut complètement partir sur ce what if, sur ce qui aurait pu être différent, évidemment, si Javier Pastore ne s'était pas autant blessé et n'avait pas été aussi inconstant. Alors, je peux commencer peut-être en Vas-y. disant que ce what if va pas être un what if révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Non, énormément d'éléments qui vont être bousculés si la carrière de Pastore avait été moins rongée par les blessures. En l'impact revanche, sur l'histoire du football est assez ténu. voilà, exactement. C'est évidemment, on va beaucoup plus parler de lui et peut-être un petit peu plus de l'histoire du PSG. Moi, j'en ai un petit peu cocasse pour commencer. Je reviens en Vas-y. 2011, au moment où évidemment le Qatar rachète le Paris Saint-Germain. À ce moment-là, évidemment, ils ont pour ambition de faire un gros coup sur le mercato. Et avant même la rumeur Javier Pastore, il y a une rumeur un peu cocasse, je ne sais pas si tu t'en rappelles Flo, qui était l'arrivée éventuelle d'Adel Tarabt, qui sort d'une saison en Championship à 19 buts Alors, et 16 passes ouais, décisives. avec QPR. Ouais, avec QPR, une saison que toute la street se rappelle évidemment, Mais mais oui, qui parce était, qui qu'après, il était fait une une saison saison en première incroyable. ligue aussi, dont la street se rappelle. Voilà, et qui était une saison incroyable. Et le premier what if que je voulais faire, c'est et si c'est Abdel Tarab qui signe au PSG? Est-ce que c'est pas l'éclosion d'un joueur qu'on aurait aimé voir peut-être à un plus haut niveau, mais qui au final est allé complètement se perdre dans un je sais même plus où. Après, si, il est parti jouer un petit peu au Milan AC, etc. Mais à ce moment-là, Ouais, il sort mais d'une ça, saison exceptionnelle, hein. il sort d'une saison exceptionnelle. Ça a duré 2-3 ans, hein, les rumeurs Tarap. Il y a eu cette première saison, Oui. mais il y a une ou deux saisons après où, comme il est titulaire avec QPR en première ligue, puis on se souvient aussi au début du projet où les Qataris voulaient avoir un joueur musulman Ouais. comme figure de proue du projet. On se souvient beaucoup de cette rumeur à Delta Rapt. Après, je sais pas, oui, c'est un mec pour moi qui est revenu. Ça aurait été très marrant, mais ça fait partie des mecs. C'est revenu pendant 2, 3, voire 4 ans. Ça revenait tout le temps. Un peu comme Bazzaretti en latéral gauche. Ouais, et C'est Carlos Tevez. Bazzaretti. Comment? Et Carlos Tevez, moi je me rappelle beaucoup de Carlos Carlos Tevez. Tevez, ouais. Bref, ça aurait été très marrant. Je pense qu'on aurait beaucoup moins kiffé. Et Adel Tarat était un joueur pétri de qualité, mais Intelligent, complètement con, c'est ça que bien je voulais moins dire. intelligent et fin techniquement que. Parce que Pastore est un joueur ultra élégant à voir, un dribbleur incroyable, même si c'était pas sa première qualité, c'était plus sa vision et son toucher de balle et son élégance. Là où Tarat, c'était vraiment sa qualité de dribble. Alors, au passage, on se souvient quand même des petits ponts et des râteaux de Pastore qui étaient absolument odieux. Mais Tarap, c'est le joueur ish quoi. Ouais, Pastore, c'est pas un joueur inchiche. ouais, c'est vrai, Pastore, c'est vraiment le genre riche. c'est Bon voilà, Pastore, c'est c'est un fédéraire sur un terrain en de foot. en vrai, c'était pour la petite vanne, mais Ah, mais ça aurait, voilà, je ça voulais aurait, je ça et aurait puis été drôle, mais ça me faisait plaisir de mentionner un petit peu Adel Tarat comme ça, dont toute la street se rappelle vraiment. J'ai un autre what if sur cette première saison, qui pourrait être important et qui va impacter justement le PSG et son palmarès. ouais. J'ai parlé tout à l'heure de cette première blessure qui arrive début janvier et qui va durer jusqu'à fin février. C'est la première grosse blessure de Pastore, grosse blessure, quand même 2 mois d'absence. Et sur ces 2 mois, il y a 3 nuls pendant cette période, dont un énorme 4-4, je ne sais pas si tu te rappelles, à Lyon. Bien sûr. Je me demande si Pastore avait été là, est-ce que le PSG aurait remporté ces matchs-là? Et C'est donc, une question. est-ce que ce PSG aurait peut-être été champion dès sa première saison? C'est le moment en fait, c'est le moment où Ancelotti arrive aussi et je me dis peut-être qu'avec un Pastore dépositaire du jeu dans ce fameux 4-3-2-1, ce sapin de Noël, peut-être que la mayonnaise prend plus rapidement et peut-être que le PSG ne fait pas ces 3 contre-performances à l'époque. Je, je suis complètement d'accord. Il y a ces contre-performances-là. Et je vais même aller plus loin. Moi, je vais spotter un match. C'est que son match de retour, c'est le 2-2 au parc contre Montpellier sur la phase Non, retour, du c'est coup. le 4-1. C'est le 4-1 contre Ajaccio juste la semaine d'avant, je crois, Ah ouais? où il est élu homme Parce du que je me, match et il fait des trucs, des dingueries. Il fait une passe D, je crois. Il parce fait qu'il me des semble tours qu'il du joue. monde et tout. Il fait n'importe quoi. Je me demande s'il se répète pas un petit peu parce qu'il joue que 15 minutes contre Montpellier. Alors, j'ai pas le souvenir du match. Savoir si c'est parce qu'il est en reprise, encore un petit peu blessé, ou si c'est plus un choix du coach. Je trouve ça bizarre dans un match où le PSG a un peu l'obligation de gagner contre Montpellier, même si, enfin, on n'est pas au mois de mai, hein, on est au mois de mars à ce moment-là, voire février. C'est le match avec le coup franc d'Alex qui est absolument Mm. incroyable. Mais Avec je Belanda me, surtout, incroyable. ouais, Belanda aussi qui est incroyable. De toute façon, Montpellier cette saison-là est assez folle et c'est un match qui est ultra important dans la construction du titre Montpellier. Mais sur ces 3 matchs-là et après ce match contre Montpellier où il joue que 15 minutes, ouais, je me pose la question de savoir si la saison est pas différente, clairement. Si le résultat est pas différent sur ces matchs contre Montpellier ou les 3 autres. Et au final, en fait, c'est très difficile de dire oui, le PSG aurait été champion s'il avait été là,
parce que les mois qu'il montre avant l'arrivée d'Ancelotti et au début de l'ère Ancelotti, ils sont pas très bons. Donc si dans la continuité de ça, je suis pas sûr que ça change beaucoup. En plus, c'est des matchs. Alors le 4-4, c'est un match fou, mais Mais pas enfin, maîtrisé, en pas fait, pareil. ouais, il est pas maîtrisé. Et enfin, j'ai souvenir d'un match où je suis pas sûr que Pastore aurait pu apporter mille fois plus, parce que c'est un match où il y a presque trop d'intensité pour lui et trop. C'est juste un match surréaliste avec l'égalisation d'Oro à la dernière minute. Par contre, le match contre Montpellier au Parc, lui, il me fait plus réfléchir. Il me fait plus réfléchir parce que c'est un match où il aurait pu apporter plus de maîtrise pour les Parisiens. Mais non, c'est intéressant. Après, sur le reste du sportif de son passage au PSG, bon, il y a quand même 4 titres de champion, 2 Coupes de France, 5 Coupes de la Ligue et 3 trophées des champions. Je ne suis pas persuadé que ça ait un impact ultra important. Non, mais il y a un Une autre type qui question, aurait pu être en plus, quoi. ouais, ça fait partie des what if. Moi, il y a un autre what if sportivement sur le PSG au-delà de cette première saison. C'est sur le scénario de la remontada. À ce moment-là, je crois que le match de la remontada. Alors, le match aller, il rentre à 10 minutes de la fin. Donc, tu parles du 4-0 au On parle Parc. de 2016-2017 là, du coup. C'est ça? Exactement. On parle de 2016-2017, deuxième partie de saison. Il y a aussi Draxler dans un profil pas le même, mais semblable à Pastore qui arrive et qui s'installe tout de suite parce qu'il fait un 6 premiers mois assez canon. Le PSG gagne 4-0 au Parc. Pastore est remplaçant. Il rentre dans les dernières minutes. Mais il se blesse juste après. Il est jusqu'au dernier moment, il est pas sûr d'être dans le groupe pour le match retour au Camp Nou. Il est finalement dans le groupe, mais il va jamais rentrer parce qu'Emery le juge trop juste. Alors que Pastore racontera la scène plus tard, lui, la remontada, donc il l'a vécu complètement sur le banc. Mais Unai Emery, l'entraîneur alors, lui avait dit qu'il allait jouer ce match et le débuter. Et finalement, il change un peu de décision. Probablement aussi parce qu'il se dit qu'il n'a pas assez de rythme pour jouer un match aussi important où le Barça va essayer de nous mettre un bouillon. Et en fait, s'il n'y a pas cette blessure avant, je me demande si Pastore n'est pas capable d'apporter cette maîtrise. Ouais, c'est vrai. On se souvient, à l'époque, en fait, tout le La monde maîtrise parle de technique, Mota. en tout cas, pas émotionnelle, mais la maîtrise technique. Exactement, la maîtrise technique. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde parle de l'absence de Mota, qui était le monsieur sérénité de ce PSG-là. Et il est évident que Mota aurait eu un rôle, je pense, plus important que Pastore sur ce match-là. Mais on peut aussi se poser la question de mine de rien sur Pastore. Ouais, je suis d'accord. Sur l'aspect technique, je suis d'accord. Surtout quand tu vois les équivalents sur ce match-là. Je crois que Di Maria n'est pas titulaire. Il rentre seulement à la fin. Non, Mais je crois que non, il doit être titulaire peut-être pour que moi. Di Maria est titulaire. Mais alors, c'est Lucas Moura, peut-être, de l'autre côté? Il est titulaire, c'est lui qui a le tacle de Monsieur Aitekin. Le tacle que Monsieur Aitekin ne voit pas, enfin ne veut pas siffler en tout cas. Alors, bon, il aurait dû donner la balle à Cavani, mais ça, c'est autre chose. Mais pour moi, Di Maria est complètement titulaire, mais d'ailleurs, c'est un autre joueur un peu dans le profil aussi qui a empêché Pastore. Mais c'est à froid, c'est facile de se poser la question. Sur le moment, c'est très difficile de dire il fallait sortir Draxler ou Di Maria pour Oui, c'est vrai. Pastore, Ah surtout oui, pour un c'était Pastore qui Draxler. revenait de rythme. Mais il avait cette capacité à garder le ballon. Est-ce que s'il n'y avait pas eu le fait qu'il soit en retour de blessure, est-ce qu'il aurait pu jouer plus et apporter peut-être cette sérénité balle au pied? C'est intéressant. Bah, c'est des questions qui se posent. Après, je pense que le vrai what if qui se pose, c'est surtout C'est sur sa Mota. non, mais surtout sur sa carrière à lui, lui et à Javier Pastore. Ah, Toutes ces blessures. Alors, clairement. moi, il y a surtout une chronologie, en fait, dans les blessures qui sont terribles. Toi, tu parlais de cette fameuse Copa América 2015 où après, il y a des problèmes de mollet, il enchaîne ses blessures sur blessures, il n'arrive pas à enchaîner 9 matchs, consécutifs sans se blesser. Tout ça, ça arrive à une époque où c'est un mec qui est de 89, Pastore, 89. Donc il arrive en 2015, il a 26 ans. Autant te dire que à ce moment-là, c'est le moment où si tu veux devenir un grand joueur, tu passes un cap à cet âge-là. Il faut que tu grandisses, il faut que tu grandisses à ce moment-là. Et quand tu arrives à 26 ans, c'est le moment de le faire. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à se blesser et qu'il enchaîne les blessures. Et il est blessé sur ses années de carrière où il a 26, 27 et 28 ans. Donc à partir de ce moment-là, c'est impossible de se dire qu'il pourrait rentrer dans la cour des très grands. Et d'ailleurs, moi, je pense à un truc, c'est que, par exemple, Kevin De Bruyne signe en 2015 à Manchester City non, c'est pas avec Guardiola à l'époque, mais je me dis, tu vois, si c'est en 2016 quand Guardiola arrive, si Pastore est à son prime, est-ce que Guardiola va pas plutôt chercher un joueur comme Pastore, un vrai numéro 10 à l'ancienne comme il aime beaucoup? Tu vois, ça peut être intéressant. À ce moment-là aussi, tu as le départ de Xavi de Barcelone qui aurait pu être une possibilité pour lui. Tu as le départ de Di Maria qui vient de signer au PSG. Alors, le Real a perdu Di Maria 2 ans avant, mais voilà, il cherche toujours à le remplacer. Donc, tu vois, Surtout que toutes ces Pastore questions. a ce profil-là de sorte de numéro 10, un peu à l'ancienne, Folland, très Ouais. bon passeur, bon dribbleur,
capable de mettre des buts, mais surtout dans le côté vision du jeu, élégance, port altier. Il avait pour moi le profil parfait dans une équipe de Guardiola à jouer Mmh. dans un milieu de terrain à 3 en fait, Ouais. à être un peu le Kevin De Bruyne, Bah, c'est-à-dire ce sorte de 10 reculé. je veux dire Alors pas un dans 6, ces pas un Regista, ouais, bien sûr, mais de relayeur qui va amener la mais créativité. à condition d'être au maximum de sa condition physique et de pas avoir de pépins qui l'empêchent et c'est exactement pour ça que je pose cette question. C'est-à-dire qu'en fait, les blessures s'accumulent tellement qu'on peut légitimement se poser la question de savoir si ça n'avait pas été le cas, s'il avait été à son prime physiquement, est-ce qu'il aurait réussi à s'imposer au PSG? Est-ce qu'il aurait réussi à aller s'imposer dans un autre club plus grand? Exactement et en fait, cette question-là, elle pose 2 questions. Elle pose la question de, bah, évidemment, ses blessures, comment ça aurait pu en être autrement? Mais est-ce que la plus grosse blessure, à l'instar d'Agourcuff, de Pastore, elle est pas mentale finalement? Est-ce qu'elle est pas qu'il a eu du mal à digérer son arrivée au PSG, son déracinement, assez jeune d'Argentine, son arrivée au PSG dans un club qui lui a mis beaucoup d'importance très jeune, mais aussi tout simplement mentalement? Il était peut-être pas, fait pour le sport de très haut niveau, Moi, je pense que mais ça c'est vient dans un peut-être ce deuxième temps, qui ça. Je pense que ça vient dans un je deuxième temps parce que je pense que c'est la conséquence des blessures où à un moment il lâche, il se dit bon bah là ça y est, j'ai loupé les 3 années les plus importantes de ma carrière. Il faut que je rebondisse. Et quand il arrive à la ouais, mais Roma, bah pareil, il y a les opérations, je etc. Moi, je pense que c'est je trop compliqué. Je pense je le que conçois. ouais, vas-y. Je me souviens qu'à chaque fois qu'on le voyait sortir sur blessure, on voyait sa tête, hem Je pour moi, c'est pas la même tête que Gourcuff. Gourcuff, il y avait une sorte d'abattement, là où Pastore, il y avait une sorte de «c'est comme ça», en fait. Tu vois? Mmh. Un peu de défaitiste, Ouais, de résignation. face à ce qui se passait et en plus, il était conscient, je pense, que le PSG, au fil des années, allait continuer à très bien tourner quand il n'était pas là Oui, oui, bah oui. Bah, et donc forcément, on se dit: «Bah». c'est aussi pour ça que ce what if n'a pas un impact monstrueux sur le football. C'est-à-dire que rapidement, le PSG a compris qu'il allait devoir se passer de Pastore Exactement. et que voilà, les 2 l'ont compris en même temps. Je pense que ce soit que Là ce soit le où club ou le joueur. là où les blessures de Gourcuff ont eu un impact énorme sur l'OL Oh du ta début des gueule, années hein! 2010. Mais en tout cas, enfin, ce côté mental, parce que mental, on parlait aussi de son inconstance dans les matchs ou sur une saison, ou au-delà même des blessures, et avant même les blessures, il y a aussi ce côté où bah, il choisit un petit peu ses matchs quand il y a les lumières qui sont projetées sur lui. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, c'est ça, Euh, je pense que c'est vraiment la problématique, c'est le timing de ses blessures. C'est-à-dire que tu arrives à 25-26 ans, il a toujours choisi ses matchs, et cetera. Là, tu arrives à un âge où tu dois être en mesure de passer un cap et passer un cap, ça veut dire passer de, 7-8 buts et 10 passes décisives à 12 buts et 15 passes décisives et ça, il a jamais réussi à le faire à cause de ces blessures-là. C'est pour ça que moi, j'aurais adoré voir Pastore, 1 ou 2 ans de plus à très haut niveau, voir ce qu'il en était, tu Bien vois? sûr. Surtout dans un PSG, avec des ambitions, avec des moyens et cetera. S'il avait été positionné, véritablement dans un effectif, dans un 11 où justement c'est plus le 11 où c'est, plus l'entraîneur qui choisit sa composition en fonction de ses joueurs, mais qui adapte son système en fonction de Pastore, ça aurait été une vraie plus-value et un vrai what if aussi dans l'histoire, quoi. Ça aurait pu être ultra important. Le problème, c'est qu'il aurait pas fallu être au PSG où bah, tous les 6 mois, il y avait un joueur offensif qui arrivait. Et en fait, si t'es pas là, bah, il y a des mecs qui se tâtent en face de Ouais, toi. mais je suis Et pas d'accord parce que malheureusement, c'est un joueur qui a le potentiel pour justement devenir ce joueur, hem, ouais, je vois ce que tu veux tu vois? dire, mais mine de rien, il y a enfin, le fait que même que tous ces coachs qui se sont succédés ne l'ont jamais placé comme un titulaire indiscutable, et pas uniquement du fait de ses blessures. Ça veut potentiellement aussi dire quelque chose mentalement, où ils se disent ils n'avaient pas la ressource mentale. Technique, évidemment, il n'y a pas de sujet en fait. Oui, bah, non, ça c'est Mais sûr. peut-être que mentalement et physiquement, ils n'avaient pas la capacité à être un joueur de ce niveau-là. Bah, Et ça amène sur notre autre what if, c'est qu'au final, c'est ce qui fait tout son charme, mine de rien. oui, bah, tu voulais peut-être qu'on peut basculer sur ton what if des supporters que tu voulais introduire. Ouais, bah, oui, c'est un bon moyen de l'introduire. Du coup, on l'a très bien amené, Valentin. Hem, Évidemment que pour moi, c'est presque le what if le plus important parce qu'on l'a dit, l'impact de la carrière de Pastore, même si elle aurait pu être différente, elle aurait pas eu un impact majeur sur l'histoire du football européen des années 2010. Mais cette question, c'est est-ce que en fait ces blessures et cette inconstance ne renforcent pas son côté chouchou du parc? Quand je dis du parc, j'entends bien évidemment du Parc des Princes. Euh, Juste un fait, pour être un grand supporter du PSG, chacun a sa vision personnelle, hein. Chacun a ses joueurs doudou et ses joueurs Nutella, mais
Pastore, pour moi, sur les années QSI, donc sur les 12 années qui se sont écoulées, c'est un des top 2 chouchous du parc. C'est pas Neymar? Non. Non, non. Non, 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 non. Alors, au-delà du grief personnel que je peux avoir contre le joueur de poker bolsonariste, je ne. Non, 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 non. 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 Soyons sérieux. Soyons sérieux un instant. Il y a lui et Cavani. Et Cavani, il y a eu 2 périodes dans sa carrière au PSG. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais il y a eu 2 périodes avec les supporters. Pastore, il y a un autre truc à signaler, c'est que à part sur sa dernière année et demie, mais qui du coup est la période où il joue le moins et il est le moins important, lui, il a jamais joué avec les ultras derrière lui, puisque les ultras étaient interdits de stade Ah oui, jusqu'à fin 2016, début 2017. Donc il n'a pas pu profiter de ça. Pour autant, il a eu une cote d'amour et il a toujours une cote d'amour. On en parlait, enfin, t'en parlais au début où tous les ans quasiment il revient pour donner un coup d'envoi et le public se lève alors que. Mais même lui le dit. J'ai lu une interview de lui sur son passage au PSG qui est sorti il y a 1 an ou 2 ans sur SoFoot et il l'entretient bien, ouais. où il entretient complètement ce truc-là où il dit qu'il est complètement amoureux de Paris et même lui il dit quand je me retourne et je regarde mes stats à Paris, j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose de grand. Mais pour autant, ce que me rendent les supporters montre tout, tout l'étendue de l'amour qu'il y a eu entre eux et moi. Mais moi, je pense que tu as raison. Je pense que toutes ces blessures lui ont donné un côté un peu attachant. Où en fait, on a toujours voulu le voir plus haut et on l'a jamais vu plus haut et on voyait qu'il était en galère et qu'il n'y arrivait pas et qu'il s'en sortait pas et que lui a toujours aussi entretenu bien le truc, à faire des posts Instagram tous les 3 mois en disant, PSG, PSG, PSG Exactement. et voilà et ce Un serait amoureux de la ville de Paris aussi, pas uniquement du club. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr et je pense que ce serait incroyable si genre, le PSG lui offrait un contrat de 3 mois à la fin de sa carrière où il venait jouer un peu à la Beckham, tu vois? Même s'il a évidemment pas l'aura d'un David Beckham au niveau international. Mais tu vois, en termes d'opération, de communication, ce serait incroyable de faire revenir un Pastore pour 3-4 mois, qui vienne faire 3 talonnades et 2 ailes de pigeon et voilà, ça Ah ferait bah, kiff. moi, d'ailleurs, quand il part, il pense encore avoir. Enfin, ce qui est normal, hein, quand il part en 2018, il est encore assez jeune. Il a même pas, il a 29 ans. même pas 30 ans, il a 28 ou Ouais, 29 ans 29 ans, ouais. quand il part à la Roma. Et il s'en va pour obtenir du temps de jeu, mais le PSG est prêt à lui proposer. Il y avait aussi une relation filiale avec le club, avec d'un côté les supporters, avec l'effectif, mais aussi presque avec la direction et notamment avec Nasser qui était prêt à lui filer encore 50 contrats pour un joueur qui était quand même blessé les 3 quarts du temps sur les 3 dernières saisons. Parce qu'il y a ce côté ok imprévisible, mais quand il signe Neymar, Mbappé, il sait très bien qu'il va pas en faire un titulaire, mais il y a ce côté de continuer à avoir envie de l'avoir. Je pense que tous les supporters du PSG, on a un rêve inabouti, c'était de gagner la Ligue des Champions avec Pastore dans l'effectif. Ouais, bah, c'est parce que c'était aussi le premier à arriver. Exactement. En fait, Pastore, pour moi, c'est une sorte de triptyque qui renforce cet amour du PSG. Il y a évidemment le joueur et l'homme qu'il est. Ce côté insaisissable, ce côté je suis inconstant, mais j'ai une classe folle. Et le parc a particulièrement toujours été sensible à ces joueurs-là. Ronaldinho, Rai, JJ Okocha, Souzic, Jaleb. Enfin, c'est l'histoire du PSG aussi. Ces joueurs très élégants, quitte à ce qu'ils soient un peu inconstants. Il y a ça. Le deuxième truc, c'est l'espoir qu'il représente. C'est la première star, même si c'est pas une immense star du football, mais c'est la première recrue phare de QSI. Et ça ajoute beaucoup à l'effet. C'était l'incarnation de l'espoir. Quand Ibra arrive et Thiago Silva arrive, c'est plus l'incarnation de l'espoir. C'est c'est ce qui nous fait rentrer dans le lot des grands clubs et des prétendants. Il y a encore un côté presque côté où je suis très nostalgique à ça, qui sont les 2 premières saisons de QSI, hein, en grosso modo, mais que Pastore représente bien, cette sorte un peu de naïveté de putain jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut aller en Coupe d'Europe, jusqu'où on peut aller sur l'hégémonie en Ligue 1, jusqu'où on peut aller, en quel joueur on va pouvoir attirer. Et en final, très vite, Pastore se fait dépasser par ça parce que il y a des géants du foot qui arrivent au PSG, mais il incarne ça. Et après, il y a aussi ce côté en fait blessure, inconstance et morale, physique, qui fait que en fait, à chaque fois qu'il revenait, il y avait ce sentiment d'ébullition parce que on le quittait, il nous faisait une talonnade, un but incroyable, une passe décisive à l'aveugle folle ou un petit pont qui fait lever tout le parc. Il se blessait, il revenait et il refaisait la même chose. Et tu vois, quand on parlait des matchs à Marseille ou de la finale de la Coupe de la Ligue 2016, en fait, c'est que tous les ans, il te gratifie quand même de petits gestes, de petits bonbons qui te disent putain, tu sais, c'est un peu un chewing-gum, et ben des fois, il a de nouveau du goût, tu sais pas pourquoi. Tu te dis, tiens, je vais le jeter. Bah, ça, c'est parce que tu l'as collé sous ta table et d'un coup, ça a pris le goût de la table, quoi. Ouais, ouais, après le chewing-gum au bois, c'est pas ouf, mais je sais pas, il y a un peu ce côté, c'est comme un chewing-gum qui reprendrait du goût tous les 6 mois. Et, C'est et beau, ouais, on a putain, quand tu parles avec l'émotion comme ça, c'est beau, Flo. Ça m'emmerde juste un truc parce que tu as complètement oublié qu'on devait l'appeler Xavier Le Berger pendant toute l'émission. non, tu voulais l'appeler Xavier Le Berger pour nous
Attends, non, il n'y a rien qui va avec Xavier Le Berger. Je te dis, on dirait un vulgaire chanteur des années 80, c'est horrible. Mais ouais, je pense que ce sorte de trio de sentiments font que l'amour pour Pastore a été décuplé. Et je pense que s'il est un joueur ultra important et ultra tourné vers la stat et qui a moins de blessures, le Parc l'adore parce qu'il l'avait de toute façon pris il s'était pris d'amour pour Pastore. Mais peut-être que la relation en fait n'est pas la même. Il y a sentiment d'inachevé et des fois c'est presque mieux d'avoir ce sentiment d'inachevé sur la fin. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, avec tout ce que tu as dit. Je t'ai laissé parler parce que c'était beaucoup plus pertinent que ce soit toi qui le dise plutôt que ce soit moi en tant que fan du PSG. Disons qu'on l'a vécu. Oui, tu l'as vécu, oui, tu l'as vécu. Moi, je voulais finir peut-être avec un what if. Alors, j'en ai encore 2-3. Sur le football de manière générale. Évidemment, aujourd'hui, on a basculé dans l'ère des robots, des Haaland, Mbappé, qui sont dans la continuité de ce qu'était aussi Cristiano Ronaldo. Et on l'a dit, évidemment, Javier Pastore il incarne un autre style de football, un football un peu léger, un football artistique, comme l'étaient les vrais 10 à l'ancienne, comme l'était par exemple Özil. Moi, je me pose la question de savoir si est-ce que ces blessures, enfin sans ces blessures à répétition, est-ce que ça aurait permis de conserver ce type de joueur? Moi, je me dis probablement pas, mais se dire qu'un joueur de son «espèce» entre guillemets, aurait pu être le grand numéro 10 à l'ancienne d'un grand d'Europe, comme je disais tout à l'heure, tu vois? S'il signe à la place de Bruyne à City ou s'il vient remplacer, Xavi au Barça et cetera. Est-ce qu'on ne garde pas une certaine continuité de ce qu'était le football à l'ancienne, de ce qu'était le vrai numéro 10 et justement garder cette certaine nostalgie dans ce monde enfin, qui tend vers l'hyper-professionnalisation et qui aujourd'hui est dans l'hyper-professionnalisation. Mais est-ce qu'il y a 5-6 ans, tu vois, si Pastore signe dans un club un peu, un club mondial, est-ce qu'on ne garde pas cette forme de nostalgie? Bah en fait, ta question elle est ultra pertinente et je me la suis posée aussi. Et la réponse, enfin la réflexion que je me suis faite, c'est que tous ces joueurs dans ce profil-là, qui ont réussi leur carrière sur les 15 dernières années, 10 dernières années, c'est-à-dire qu'on va dire que depuis qu'on ne joue plus avec des 10, sont des joueurs qui ont réussi, même s'ils ont tout du 10 à la base, à avoir une transition vers un autre jeu. Oui, vers un autre poste aussi. Vers un autre poste, mais vers un autre, vers un autre style de jeu qu'un pur numéro 10. Il y en a un petit peu plus vieux pour moi qui a été un peu le précurseur de ça dans le 4-3-3 d'ultra conservation du Barça, c'était Iniesta, qui avait toutes les qualités d'un 10, mais qui était en réalité soit de temps en temps ailier, mais surtout plus un 8, Mais même Modric. mais qui était dans l'âme un 8-10, même Modric. s'il a aussi pas mal joué sur le côté. Mais on a vu beaucoup de joueurs et par contre, j'ai beaucoup d'autres exemples. Alors évidemment, pour moi, je vais prendre 2 autres exemples de joueurs qui ont très bien réussi en jouant à d'autres postes. Et parfois, on peut penser à une reconversion, mais parfois, c'est même pas une reconversion. Je pense à un Bernardo Silva qui a quasiment jamais joué de 10 de sa carrière. Alors que c'est pas un joueur qui est spécialement rapide, c'est un joueur qui a un sens de la passe, un sens du dribble, un sens de jouer juste, parfait. Et au final, il s'est un peu à la manière d'Iniesta, il est très bien capable d'osciller soit en venant reculer dans le milieu de terrain, sans jouer 10, soit en étant une sorte de meneur de jeu sur un côté. Moi, je pense surtout à un joueur en particulier qui était Cesc Fabregas, qui a reculé en numéro 8 et qui était exactement au début de carrière un pur numéro 10. Qui a été faux neuf aussi. Qui a été faux neuf, qui a su se réadapter, t'as raison, ouais. Mais faux neuf dans un Barça où il y avait déjà plein de numéro 10, donc c'était peut-être pour ça aussi, mais c'est un cas particulier, je trouve. Mais quand il arrive à Chelsea, il se renouvelle en passant numéro 8 et c'est la saison, je crois, où il fait 20 passes décisives en première ligue, tu vois. Ouais, avec la doublette avec Diego Costa. Et l'autre joueur, on en a déjà parlé, donc on va pas revenir dessus, mais c'est Kevin De Bruyne. Donc ces 4 joueurs-là, que ce soit Iniesta, Fabregas, même si Fabregas, il y a eu des difficultés sur la fin, mais Iniesta, Fabregas, De Bruyne, Bernardo Silva, c'est des joueurs qui ont toutes les qualités du numéro 10, qui ont parfois même joué numéro 10 dans leur carrière et qui ont dû se reconvertir parce qu'ils ont eu parce qu'ils en ont eu la volonté, la capacité à changer un petit peu leur jeu, mais aussi parce que les coachs les ont positionnés dans les meilleurs exemples, dans les meilleures dispositions. Et par contre, j'ai 2-3 autres exemples aussi de joueurs qui ont les mêmes capacités de jouer numéro 10, qui sont des numéros 10 et dont au final la carrière n'a pas du tout été à la mesure de leur attente. Alors, à la mesure des attentes. Je ne vais pas dire qu'ils ont raté leur carrière, loin de là, mais on parlait de Mesut Özil. Ouais, qui est une énorme frustration. Qui est une énorme frustration. On parlait de Gourcuff, qui a un côté très semblable en plus avec Pastore sur les blessures, sur la fragilité potentiellement mentale aussi, à arriver dans un grand club, à subir le fait d'être dans un transfert très onéreux. Oui, alors que mentalement, Özil, pour prendre des photos avec Erdogan, il est solide sur les appuis. Hein. Ouais, là-dessus, il est solide. Voilà, mais comme Pastore, ça a été très court. Il n'y a pas une saison où tu peux te dire, putain, cette saison-là, il a été énorme du début à la fin. C'est par moment.
C'est vraiment par moment, voir des fois des images dans un match que tu gardes, mais pas ultra constant au niveau d'un match. Et donc oui, je pense que c'est une question qui est ultra pertinente. Je pense que ça tient beaucoup à la volonté du joueur de se réinventer, à la capacité du joueur à se réinventer, et à la volonté de tomber sur les bons coachs au bon moment. Pastore, enfin, Tu veux dire que j'ai même pas parlé de si tu lui mets Mourinho pas qui l'autre branleur de Lolo White, il cartonne? non, mais au-delà de ça, si on prend des grands entraîneurs, je pense que tu lui mets le Mourinho, bah, je suis pas sûr que ça fit. Mais même, tu vois, pour parler d'un très bon entraîneur, tu lui mets Guardiola, ça aurait été ultra intéressant à mes yeux de le voir sous Guardiola. Ouais. Bah oui, bien Tu le sûr. mets sous Klopp, je pense que Klopp, ce n'est pas du tout un profil pour lui. Ouais, c'est négociable évidemment parce que je pense que Klopp peut s'adapter évidemment aussi à tous les joueurs qu'il a eu. Mais bon, moi je voulais juste finir avec un petit what if, pour qu'on sorte un petit peu du contexte PSG. Évidemment, Pastore a joué 3 ans à la Roma. Alors À jouer. 3 ans, ouais. Il a été faire des photos et quelques photos et voilà et quelques opérations à l'infirmerie aussi, mais en tout, il a joué 1200 minutes sur ces 3 années à la Roma quasiment, soit en gros une quinzaine de matchs. Alors il y a ses exploits, ses 2 buts absolument exceptionnels, c'est Madjer venu de nulle part. Je sais pas si vous les Des jumeaux. Ouais, Des des jumeaux, jumeaux. Je sais en pas si plus. vous les connaissez, c'est 2 fois le même but, une Madjer absolument incroyable. Je vous invite à aller voir sur YouTube. Mais voilà, on pourrait éventuellement imaginer un monde, pour recontextualiser sur ces 3 années-là, la Roma finit 6e, 5e et 7e. On pourrait imaginer un monde où la Roma, avec un Pastore au top de sa forme, arrive à décrocher une qualification en Ligue des Champions. Ça change évidemment le parcours d'un club. Après, les projets sportifs à la Roma sont vraiment en dents de scie. Il y a eu 2 années intéressantes qui m'emmènent sur un autre motif. Du coup, c'était les 2 années avec Fonseca, Paolo Fonseca, qui est désormais l'entraîneur de Lille, qui qui a un style de jeu qui aurait pu totalement correspondre à ce qu'est Javier Pastore. Et c'est pour ça, c'est peut-être un des personnes les plus impactées, sans le savoir, par toutes ces blessures de Javier Pastore, parce que un Fonseca avec Pastore dans cette Roma-là, où tu as quand même des joueurs performants et efficaces, peut-être que tu rentres dans une autre dimension. Et Fonseca, qui a aujourd'hui l'image d'un coach qui ne réussit pas, qui produit beaucoup de jeux, mais qui n'arrive pas à avoir des résultats en conséquence, Ouais. aurait peut-être eu ce joueur plus qui lui permettait de passer un cap, d'aller en Ligue des Champions, de passer des tours en Ligue des Champions, d'aller arracher peut-être une grosse campagne dans un championnat, d'aller arracher une coupe quelque part. Voilà, c'est un petit what if que je voulais introduire pour la fin de cet épisode, parce que je me dis que c'est peut-être le joueur qu'il a manqué sur son passage à la Roma, à Paolo Fonseca. Ouais, et au passage, alors évidemment, j'aurais aimé qu'ils réussissent plus sur la durée au PSG et qu'ils s'installent avec une Ligue des Champions ou quelque chose comme ça. Mais c'est dommage aussi parce que le fit du romantisme entre Pastore, qui est la définition du joueur romantique, Bah ouais, et la Roma, qui est la définition du club romantique, bien sûr. ça aurait été assez incroyable. Bon, moi, je voudrais juste rendre une dédicace parce que, au-delà de tout ce qu'on a pu dire, moi, c'est, je pense, l'un des 3 joueurs qui m'ont le plus fait vibrer dans ma vie, parce que supporter du PSG. Donc du coup, je voudrais rendre une dédicace au speaker du PSG historique, Michel Montana, qui avait sa façon très à lui et superbe de dégrainer les noms. Et je me souviens que Pastore, quand même s'il sortait à la 60e minute d'un match dégueulasse où il avait été affreux, où il avait été transparent, Michel Montana savait faire le show, parce qu'il y a beaucoup de joueurs comme ça qui étaient sifflés et il égrenait le nom en mode on va essayer de le passer sous le tapis. Et Pastore, il n'y avait pas à le passer sous le tapis en fait. Même s'il faisait un match affreux et que le PSG était pas bon, il était acclamé par le parc. Donc ces grands Javier Pastore qui étaient hurlés dans le Parc des Princes, moi c'est un truc qui me manque. Tu m'étonnes. Bah, ça va peut-être revenir, hein, je te dis, ils vont lui faire un petit contrat de 3 mois là pour finir sa carrière. Ça va faire Oui, plaisir oui. à notamment à Elias Yanès, qu'on embrasse, qui pense qu'à lui tous les jours, matin, midi et soir. Donc voilà. Oui, parce qu'on n'a quand même pas parlé alors non pas d'Elias parce qu'il mérite pas, mais de ce mouvement qu'est le pastorisme, Oui, bah, qui est un mouvement religieux non sectaire, parce que c'est un mouvement religieux très joyeux, mais dont Elias et moi faisons complètement partie et qui voue un culte à Javier Pastore. Bien évidemment. Xavier Le Berger. Si tu veux. Vouer un culte à un berger. Bande de cons. Va. C'est marrant parce que le pastorisme, c'est pas aussi le. Merde, comment on appelle ça, le fait de déplacer les animaux? Ah, je sais pas. Là, t'es en train de me perdre. Heureusement, il y a Le la magie. pastoralisme. Putain, on n'est pas loin, c'est le pastoralisme. Je me disais que c'était pastorisme. Non, c'était pastoralisme. Le pastoralisme, c'est, tu sais, justement les bergers de moutons, de chèvres, voire de vaches qui emmènent leurs troupeaux en transhumance dans les Il est tard montagnes. là. Hein. Il est tard. Hein. Il y a un côté, un peu un côté comme ça, tu Il est vois. un peu tard C'était là. lui Hein. le berger, On va Xavier le berger, il Florian. nous emmenait. Florian. Il est l'heure d'aller se Oui. coucher. Bonjour. Clôture cette Bonjour. émission. Clôture cette émission désormais et on va se coucher, d'accord? Bon, et ben, j'aurais été ravi, Val, de parler à toi et de rendre un hommage au Thibaut Pinot argentin du football.
Voilà, bah, c'est complètement la même chose. C'est complètement la même chose. Bah, d'ailleurs, il y a peut-être un virage Javier Pastore, non, au Parc des Princes bientôt, non? Le virage Auteuil, on l'a pas encore renommé, mais c'est le virage Javier Pastore. Non, mais c'est vrai que tu vois, on parlait de similitudes entre certains joueurs. Si on sort de ce sport-là, c'est exactement ça en fait. Bah non, mais tu vas voir, c'est ça le PSG, ils vont faire ça bientôt, ils vont te le vendre sur socios.com. Tu vas pouvoir utiliser tes tokens pour pouvoir renommer un virage du stade. Ta gueule. Il vaudra 5 fois moins que Neymar là, putain. Ça n'a aucun sens. Bref. Bon, je pense qu'il est temps qu'on finisse. Allez, Val. exactement. Tendance. L'heure de conclure. Bah écoutez, merci à tous d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à nous donner vos avis si vous aviez d'autres what if, d'autres idées de ce qui aurait pu être différent, ou même des sujets que vous voudriez évoquer. On serait ravis de discuter avec vous pour plancher sur de nouveaux sujets. Ouais, exactement. Il y a d'autres avec Dessy qui vont arriver très bientôt dans les tuyaux, donc n'hésitez pas à rester connectés et à continuer de nous écouter. Allez, à très bientôt. Allez, bisous, ciao.